ישראל היא מדינת חוק. כל מי שיפר את החוק ייענש בחומרה. אנחנו לא נסבול לא הפרות סדר, לא התפרעויות. I think that Jerusalem could show to the rest of the world that coexistence is possible. And this is, I think, the challenge for all of us, to show that Jerusalem can be shared. Bonsoir à tous, édition spéciale sur i24 News ce soir avec les tensions qui se sont déplacées de Jérusalem au nord d'Israël avec ce week-end ce fait marquant, ce jeune arabe israélien qui a été abattu par un policier avec des images, vous les voyez ici, des images de vidéosurveillance qui sont sans équivoque et qui accablent la police israélienne qui aurait donc commis ce que certains appellent déjà une bavure ou un meurtre de sang-froid comme la communauté arabe israélienne crie depuis 2 jours, des affrontements qui ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs localités, un appel à une grève générale. On va parler de tout cela évidemment en détail. Nos invités dans ce studio pour démarrer cette édition spéciale, Ali Waked, bonsoir, expert pour les affaires du monde arabe et musulman sur i24 News, et puis Daniel Haïk, analyste politique. On ira également retrouver nos envoyés spéciaux qui sont mobilisés d'abord à Oum el-Fachem, l'un des villages, l'une des villes arabes israéliennes où la tension est souvent forte, et puis on ira également à Jérusalem où paradoxalement une sorte de calme s'est installé après des nuits et des nuits de violence. Et puis l'autre événement marquant de cette journée, et là on quitte le Moyen-Orient, et bien c'est Berlin, 25e anniversaire ce soir précisément de la chute du mur de Berlin. Là aussi nos envoyés spéciaux nous appelleront un petit peu plus tard, Julien Baloul et Jacob Ellon, pour évoquer cette journée particulièrement importante évidemment pour l'Allemagne et pour le monde qui se souvient donc de cet anniversaire. Et puis tout de suite donc retour en image sur ce qui s'est passé ce week-end, cet événement qui met de nouveau le feu aux poudres, mais cette fois à l'intérieur de la communauté israélienne, entre juifs et arabes précisément. C'est Maël Benoliel qui a été sur place. Reportage. L'entrée du village bloquée par la police d'un côté et de l'autre par les manifestants qui semblent vouloir en découdre avec les forces de l'ordre. Au lendemain des funérailles du jeune Yair Hamdan, tombé sous les balles de la police israélienne la veille, la tension est bien présente à Kfar Kana, village arabe du nord d'Israël. Pour la famille du défunt qui demande justice, le choc a laissé place à l'incompréhension. C'est un acte barbare, un acte inhumain. Ce qui s'est passé avec mon fils vendredi était une exécution sommaire. Une scène filmée par les caméras de surveillance de ce magasin. On y voit le jeune Yair se précipiter sur la voiture de police avec un objet à la main, un couteau d'après les forces de l'ordre. Les policiers sortent de la voiture et ouvrent le feu. Yair tombe au sol atteint par 2 balles. Encore vivant, il est traîné puis embarqué dans le véhicule de la police. C'est précisément à cet endroit que la police a ouvert le feu sur le jeune Yair Hamdan qui décédera des suites de ses blessures quelques temps plus tard à l'hôpital. Une scène filmée par les caméras de surveillance de ce magasin juste derrière moi et des images qui discréditent la thèse de légitime défense avancée par la police. Au cœur de cette affaire, une unité spéciale de la police, responsable de la sécurité et de l'ordre de cette ville. Ces jeunes témoignent de leur méthode. Le Yassam est connu chez nous, ce sont des criminels. Ils se défoulent sur nous. Ça fait 3 ans que cette unité est là et qu'elle abuse de ses pouvoirs. C'est cette caméra qui pose problème à la police aujourd'hui. Là, ils ne peuvent plus continuer de mentir. Le peuple d'Israël est un bon peuple, bien éduqué. Mais le problème, c'est la police. Ce sont des brigands et c'est ça notre plus grand problème. Des propos que ne confirme pas le maire de cette ville israélienne de 20 000 habitants, des Arabes israéliens pour la plupart. Malgré la tension de ces dernières semaines et la possibilité de voir éclater une 3e intifada, le maire préfère en appeler au calme. C'est même lui qui a souhaité mettre en place une grève générale en guise de protestation pacifique et de deuil. C'est quelque chose d'inhabituel et d'extrêmement grave. La police est là pour défendre les citoyens. Et là, elle tue un citoyen israélien en règle. C'est une honte pour Israël, pour tous ses habitants. Cela restera comme un point noir dans l'histoire d'Israël.
La grève est un moyen de garder le calme. Aujourd'hui, tout le monde reste chez lui pour se recueillir et pour faire un examen de conscience. La police a confirmé avoir ouvert une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident. Un incident qui pourrait se révéler être une bavure et l'étincelle qui risque d'embraser toute la région sur fond de violences quotidiennes ces dernières semaines à Jérusalem et en Cisjordanie. Les jeunes de Kfar Kana, en tout cas, semblent prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit faite. Alors il y a effectivement eu des incidents aujourd'hui encore dans ce secteur précisément. Il y avait un appel à la grève générale. On va parler d'abord de cette situation avec vous, Ali Waked, Daniel Haïk. D'abord, est-ce qu'il faut faire une distinction selon vous entre ce qui se passe habituellement en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et puis ce qui s'est passé dans cet endroit qui est à l'intérieur, on va dire, des frontières reconnues d'Israël ? Il faut faire bien sûr une distinction, mais il faut aussi se rappeler que dans la première intifada de l'an 1987 et dans la deuxième intifada de l'an 2000, le cocktail d'une détérioration en Cisjordanie qui est suivi d'une détérioration, d'un embrasement aussi dans le secteur arabe d'Israël, c'est un cocktail très dangereux. La dernière fois, c'était terminé avec 13 citoyens arabes tués par le feu et les balles de la police. Cette fois-ci, c'est le début. On voit un jeune de 21 ans, un citoyen israélien avec la carte d'identité israélienne qui s'est fait abattu par les policiers sans présenter le moindre risque, le moindre menace aux policiers qui ont venu l'arrêter ou arrêter son cousin. Et quand les Arabes israéliens, les Arabes citoyens de l'État d'Israël ont fait ils complètent l'image, ils voient ce qui se passe à Jérusalem, ils voient qu'ils sont traités de la même mesure, de la même manière que les policiers, les soldats israéliens traitent les Palestiniens en Cisjordanie, et non pas comme les citoyens israéliens juifs qui sont parfois dans des émeutes face aux policiers, soit à Jérusalem, les jeunes ultra-orthodoxes, ou soit quand il y a des évacuations des colons juifs de la Cisjordanie, où il y a la violence employée contre policiers et soldats, mais ça ne se termine jamais avec des citoyens israéliens abattus, comme c'est presque toujours le cas quand ça arrive aux jeunes arabes israéliens. Daniel Haïk. Normalement, dans l'absolu, il faudrait faire effectivement la différence entre les Palestiniens et les Arabes israéliens. Ceux-là ont une carte d'identité israélienne, ils sont citoyens à part entière de l'État d'Israël, les autres ne le sont pas. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas exactement ce qui se passe ici. Dans cette situation, il faut comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Et il ne faut pas se tromper. Il y a un agresseur. L'agresseur, ce n'est pas le policier, c'est le jeune garçon qui vient avec un couteau, apparemment un couteau avec une arme, et qui vient menacer les policiers. Les policiers veulent riposter. Et là, quelque part, il faut essayer de comprendre. D'autant plus si l'on parle de cette unité d'élite de la police israélienne, qui est un peu le GIGN de la police israélienne. Ce sont des hommes qui, en général, depuis maintenant 3 semaines ou 1 mois, sont sur le mont du Temple, d'accord ? Et lorsqu'ils sont sur le mont du Temple, ils sont confrontés à des émeutiers qui eux aussi ont une carte d'identité israélienne. On en a parlé au cours des dernières semaines. Ce sont des gens, des Mourabitoun qui se trouvent en permanence sur le mont du Temple, qui sont mandatés, en tout cas qui sont chapeautés par le mouvement islamique israélien, de Raed Salah, du Cheikh Raed Salah. Ce sont des Israéliens. Ils ont une carte d'identité israélienne. Ils reçoivent des subventions. Ils ne sont pas des citoyens, ils sont des habitants. Les Palestiniens de Jérusalem qui ont la carte d'identité. Il y a une très petite minorité des Arabes israéliens. Il y a des Arabes israéliens qui sont à l'intérieur, qui sont là-bas, qui sont à l'intérieur. Et là maintenant, il faut que ces policiers du GIGN sachent faire la différence entre un Arabe israélien qui a la carte d'identité israélienne mais qui n'a pas l'intention de tuer, et un Arabe israélien qui a l'intention aussi de faire des émeutes, Enfin là, on n'était pas à Jérusalem, on était à Kfar Kana. Alors là, on était, oui, mais on est. Alors tout cela pose un problème. Il faut comprendre un peu la situation des policiers. Et je ne justifie pas l'attitude des policiers, que ce soit bien clair. Je pense que ces policiers doivent être interrogés par la police des polices. Ils doivent, s'ils ont commis une erreur, s'ils ont commis une bavure, ils doivent être jugés et condamnés. Mais en attendant, il faut comprendre le contexte. C'était le même contexte complexe qui a existé au moment des émeutes de 2000, dont tout le monde se souvient, où il y avait effectivement eu 13 morts. Pourquoi les policiers, les gardes-frontières à l'époque avaient eu la gâchette facile ? Eh bien, tout simplement parce que quelques jours auparavant, eh bien, il y a eu des émeutes sur le mont du Temple,
également à la suite de la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple à la fin du mois de septembre 2000. Et à ce moment-là, il a fallu réagir. Il y avait eu des morts. Et comment les policiers ne peuvent pas demander la carte d'identité à chacun des émeutiers? Est-ce que celui-là a la carte d'identité israélienne? Est-ce que celui-là est palestinien de Cisjordanie? Est-ce que celui-là est palestinien de Gaza? Dans une ville israélienne, à l'intérieur de l'État d'Israël, ce n'est pas à Jérusalem-Est où vous avez raison. Daniel, il s'agit de citoyens arabes israéliens, il s'agit des gens qui vivent sous le gouvernement israélien, et il est temps que le gouvernement israélien arrête de traiter le moindre problème avec les citoyens arabes selon l'angle sécuritaire et non pas selon l'angle Alors pour cela, civil. Il faut aussi que les Arabes israéliens, lorsqu'ils réagissent à ce genre de situation, comme on l'a vu au cours des 2 derniers jours, et là il faut rendre hommage à ce que moi j'appelle les notables, et ce sont les élus locaux arabes israéliens qui appellent au calme, contrairement à certains élus de la Knesset, arabes israéliens de la Knesset, qui ont toujours tendance à attiser l'attention. Il faut rendre hommage à ces élus locaux qui apaisent la situation. Je pense qu'on est dans une situation explosive, et effectivement le contexte est important. Le contexte, le fait que l'on se retrouve à chaque fois avec, par exemple, comme ça s'est passé en 2000, un début d'émeutes sur le mont du Temple, et puis par la suite des émeutes dans le secteur arabe israélien, eh bien cela prouve que quelque part il y a une véritable tension, et que quelque part aussi les policiers et même beaucoup de juifs israéliens ont du mal à faire la différence entre ces Palestiniens qui se disent qui sont des Palestiniens de la Cisjordanie, de Judée-Samarie, ces Palestiniens de Jérusalem-Est, et les Palestiniens, ceux qui se définissent, certains des Arabes israéliens, Ali, vous le savez, se définissent eux-mêmes comme des Palestiniens de citoyenneté israélienne. Tout cela est assez complexe, c'est-à-dire tout cela rend le débat extrêmement complexe. Et effectivement, s'il y a des bavures, si certains policiers ont la gâchette facile, il faut qu'ils soient traduits en justice, comme cela s'est produit en 2000, il y a eu une commission d'enquête qui a été ouverte. Il y a une commission nationale, la commission OR, qui a statué sur les responsabilités de ces émeutes de 2000 qui avaient coûté la vie à 13 Arabes israéliens. On a statué, on a reconnu la culpabilité des forces de police, la culpabilité même au niveau politique du chef de la sécurité intérieure, du ministre de la sécurité intérieure à l'époque, Shlomo Ben-Ami. Et donc, effectivement, l'État d'Israël est un État de droit, comme l'a dit Binyamin Netanyahou, et il ne peut pas aussi se permettre... Mais là c'est le grand défi des autorités israéliennes. Il y a 1,6 million d'Arabes israéliens qui attendent voir qu'est-ce que va faire, comment est-ce que les autorités israéliennes vont sanctionner ce policier qui a tué de sang-froid le jeune Arabe israélien. Il aurait tiré sur ses pieds si jamais il a senti un danger. Mais sur ce vidéo, on n'a pas vu de danger. Maintenant, tout le monde regarde. Est-ce que sa maison va être démolie, la maison de ce policier? Non, est-ce qu'il va être sanctionné? Je ne crois pas que c'est comparable. Comme tout le monde, comme c'est une réponse déjà rhétorique, tout le monde sache qu'il ne va pas y avoir une sanction contre ce soldat. Ça, c'est le message qui va être envoyé. Là où il y a un problème, Ali, c'est que quand on voit dans le reportage de Maël tout à l'heure, on voit à proximité de cette tente des endeuillés du jeune arabe israélien, on voit des drapeaux du Hamas. Et là, il y a un problème. Parce que ce sont les drapeaux du mouvement islamique. Le mouvement islamique, que ce soit au Soudan ou que ce soit ici à Jaffa, c'est le même drapeau. C'est le drapeau du mouvement islamique. Maintenant, que certains médias essayent d'interpréter ça comme si des Arabes israéliens soulèvent les drapeaux du Hamas, c'est faux. Les drapeaux verts avec ce slogan il y a un seul Dieu et Mohammed c'est le prophète de Dieu. Il faut se mettre à la place aussi des Israéliens, des Juifs israéliens. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué à l'époque en 2000, dans le Gush Khalav, dans la région de Gush Khalav, qui est la région proche de Umm el-Fahem. Le témoignage d'une femme qui m'est resté en mémoire à l'époque, au premier jour de ces émeutes, une femme qui avait l'habitude d'aller faire ses achats à Umm el-Fahem et qui est rentrée à Umm el-Fahem au premier jour. Elle est sortie, elle est rentrée dans un supermarché. Quand elle est ressortie, sa voiture a été caillassée. Et elle a dit, mais moi je suis du parti Meretz, je suis du parti de la gauche. Je croyais que c'était impossible, ça nous arrive puisque nous vivions en coexistence pacifique. Elle disait cela. Je croyais que c'était... Et elle me dit, mais je me souviens de ce que ma mère me disait, nous sommes originaires d'Irak, méfie-toi ma fille,
En Irak aussi, nos amis, les premiers, nos voisins ont été les premiers à commettre des pogroms contre nous. Donc je ne veux pas faire de généralité là-dessus, certainement pas. La majorité des Arabes israéliens sont loyaux, mais cela inquiète la population juive. Alors on continue à parler évidemment avec vous, Daniel Haïk et Ali Waked, mais on va aller à Jérusalem, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, c'est là-bas que se situait l'essentiel des violences. Quelle est la situation justement ce soir, eu égard à ce qui se passe dans le nord d'Israël? Léa Volbert, bonsoir, vous êtes tout près donc de ce quartier de Chouafat où avaient lieu ces émeutes. Quelle est la situation ce soir? Alors écoutez, je suis, comme vous l'avez dit, précisément près du point de passage de ce quartier de Chouafat qui se situe à l'est de Jérusalem et qui est, comme vous le savez, le théâtre de violents affrontements quasi quotidiens. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, la journée a été relativement calme ici à Chouafat, pas de violence notable. Cela étant, les autorités, les forces de sécurité qui se trouvent juste à côté de moi à ce point de passage nous ont refusé l'entrée dans Chouafat, prétextant que ce calme était extrêmement précaire, extrêmement fragile et que le moindre petit incident ou bien même la simple présence de journalistes pourrait être une étincelle dans la poudrière. Autour de ce quartier de Jérusalem-Est, certains incidents ont néanmoins été notés, comme par exemple ces jets de pierre sur un tramway proche de Jérusalem-Est et également un bus qui, sur la route numéro 1, la route qui relie Tel Aviv à Jérusalem, a été caillassé. Au moment où je vous parle, nous ne sommes pas encore en mesure de connaître les auteurs de ces incidents. Alors Léa, on sait aujourd'hui que le gouvernement israélien, par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rappelé qu'il y aurait de la fermeté contre tous les auteurs de violences. Oui, exactement. Au lendemain de la mort de ce jeune arabe israélien abattu par la police israélienne, Benjamin Netanyahou, qui est resté relativement silencieux jusqu'ici, s'est exprimé. Il a très clairement, très fermement pris position pour la police israélienne. Il a défendu la police israélienne et il a rappelé que tout individu qui violerait la loi israélienne serait sévèrement puni. Il a également évoqué la possibilité, je cite, de révoquer la citoyenneté de ceux qui appelleraient à la destruction d'Israël. Yair Lapid, quant à lui, son ministre des Finances, son ministre centriste, a parlé d'irresponsabilité et c'est clairement... a pris ses distances face à ces déclarations de Benjamin Netanyahou. Merci Léa Volbert. Donc on revient vous voir évidemment tout à l'heure et si la situation évolue du côté de Jérusalem. Ali Waked, quand vous entendez Benjamin Netanyahou tenir ce discours de fermeté, est-ce que vous pensez que c'est la réponse qu'attendent les Arabes israéliens ce soir? Bien sûr que non. Il faut clarifier les choses. Il y a quelques centaines au maximum de jeunes Arabes israéliens qui ont participé à ces émeutes, quelques centaines sur 1,6 million de citoyens arabes. Donc faites-vous les calculs en pourcentage, c'est rien. 1. 2. Quand le Premier ministre il vise son électorat d'extrême droite juive et il sacrifie la construction d'une société israélienne dans laquelle la minorité arabe doit faire partie, il met en danger le futur, l'avenir de l'État d'Israël en tant qu'État démocratique, en tant qu'État égalitaire face à ces minorités arabes palestiniennes. Pour quelques voix, pour quelques sièges encore au Parlement, Benjamin Netanyahou met en danger tout l'avenir d'une société arabe, d'une société israélienne, qui est inclusive, qui accepte les minorités, qui accepte les différences entre ses citoyens. Maintenant, quand on entend aussi le ministre de la police dire qu'il faut abattre tout agresseur contre les policiers. Apparemment, il est temps que la police, les autorités fassent des courses à des policiers israéliens, leur faire expliquer qu'il y a des citoyens arabes, il y a des arabes de Cisjordanie et de Jérusalem, et que pas tout arabe présente l'ennemi face aux juifs et face aux israéliens. Mais quand on voit une leadership israélienne, heureusement que Yair Lapid a pris ses réserves de ces déclarations de M. Netanyahou, mais quand on voit le chef de l'État, du pouvoir exécutif s'adresse de ce genre de paroles et menacer de tirer la citoyenneté des Arabes israéliens, au lieu de décider comment est-ce qu'on lutte une situation où le taux de chômage auprès des Arabes israéliens, il est
il est presque 2 fois plus élevé que le taux de chômage chez les Juifs. Quand la salaire moyenne auprès des Arabes est la moitié des salaires auprès des Juifs. Quand il y a un problème d'habitation auprès des Arabes. Est-ce que par ces déclarations veut M. Netanyahou intégrer la minorité arabe, dont 90 même plus, veut s'intégrer dans la société israélienne, veut sentir citoyen de première classe et non pas citoyen de 3e et 4e classe? Ça, il faut que l'échelon politique répond à ces déclarations. Alors, Daniel Haïk. D'abord, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec la dernière partie des propos d'Ali concernant la discrimination sociale des Arabes israéliens. Et celle-ci, il faut l'avouer, depuis 2000, a été rectifiée par une sorte de discrimination positive. Il y a quelques mois, quelques semaines, on a parlé ici d'un rapport d'Adala qui mentionnait l'investissement du gouvernement sur chaque habitant des implantations. On avait vu que c'était un investissement important, mais que tout de suite après, il y avait les Arabes israéliens. Donc ça veut dire que les Arabes israéliens, il y a une volonté de la part des autorités de corriger un peu cette discrimination qui a été marquante pendant plusieurs décennies. Ça, c'est un point important. Il faut aussi souligner que les émeutes dans le secteur arabe israélien traversent, on va dire, les partis politiques, puisque à l'époque, en 2000, c'était le gouvernement d'Ehud Barak, c'était un gouvernement de gauche qui était au pouvoir, c'était un gouvernement donc qui était plutôt favorable, en tout cas à la coexistence pacifique, et pourtant les émeutes ont été déclenchées. Peut-être qu'effectivement, aussi, et c'est un point, je ne sais pas si Ali partagera mon avis, mais je pense aussi qu'en 2000, la gravité avec laquelle les forces de sécurité ont riposté, et on va dire peut-être cette exagération a peut-être eu un effet dissuasif. C'est-à-dire qu'ensuite, même dans le secteur arabe, les responsables de cette communauté ont compris qu'il fallait faire attention, qu'il fallait être prudent. Et on a assisté il y a eu cette commission Or, et il y a eu une volonté d'essayer de calmer les esprits. Et il faut préciser que pendant l'intifada d'Al-Aqsa, la seconde intifada... dont nulle de ces recommandations n'a été adoptée par le gouvernement, d'ailleurs, cette commission d'Or. Une partie des recommandations, mais il est vrai que ces émeutes avaient séparé les deux communautés juives et arabes à l'époque, et on a vu qu'il y avait à ce moment-là, on peut dire, il y avait un problème à ce niveau-là, et on n'a pas réussi à resserrer ces communautés. Et ça, la clé, c'est que le gouvernement comprenne que la diversité culturelle et ethnique d'Israël peut être une ressource positive et non pas une menace d'une communauté contre une autre. Tous les sondages pensent que chacune des communautés israéliennes, soit arabes, chrétiennes, musulmanes, soit juifs, orthodoxes ou séculaires, etc., pensent que l'autre est une communauté menaçante. Nul ne pense que lui, il menace les autres. Et vous savez, Daniel, que dans le curriculum scolaire, un jeune juif ne rencontre un jeune arabe. Il y a très peu de chances qu'un jeune juif rencontre un jeune arabe ou vice-versa. Donc le jeune arabe rencontre le jeune juif quand le jeune juif il est déjà soldat avec uniforme. Donc il est temps que le gouvernement décide que 1,6 million de citoyens arabes ne peuvent pas rester hors jeu. Des citoyens qui veulent faire partie... Est-ce que vous saviez-vous, Daniel, qu'il y a presque 0, quelque chose des fonctionnaires en Israël sont des Arabes, des fonctionnaires, des fonctionnaires dans le système public israélien. Dans les grandes compagnies, il y a 0 Arabes. Dans le high-tech, le pourcentage des Arabes, il est presque 0. Je suis tout à fait d'accord pour corriger toute discrimination au niveau social. Cela ne peut pas justifier une protestation au niveau nationaliste. Et ça, tout à fait. Et moi, je pense que il faut bien clairement faire la distinction entre les deux. Si on ne la fait pas, eh bien, cela va susciter une inquiétude. Cela va susciter des paroles comme la 5e colonne, comme les Arabes israéliens qui sont ici comme un cheval de Troie pour essayer d'affaiblir la société israélienne. Qu'on a vu brandi dans ces manifestations, ce qui met en colère le gouvernement israélien. Alors on va aller justement à El-Fahem, l'une des villes symbole aussi des Arabes en Israël. On va retrouver Léa Berdugo qui est sur place pour faire un point de la situation avec elle, puisqu'il y a eu cet appel à la grève générale aujourd'hui. Léa, bonsoir. Avec des incidents qui se sont produits dans quelques localités.
Oui, exactement. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de police. Alors, pourquoi il y a eu ces affrontements? Eh bien, tout simplement, ces manifestations ont suivi la mort d'un jeune arabe israélien qui a été tué par la police. Alors que s'est-il passé? Eh bien, les versions divergent selon les parties. En tout cas, des vidéos de caméras de surveillance montrent le jeune arabe israélien attaquant un véhicule de police. Selon la police, il aurait été armé d'un couteau, mais cela n'a pas encore été confirmé. Ensuite, eh bien, les images de cette caméra de vidéosurveillance montrent les policiers descendre du véhicule et l'un d'eux tirer sur cet arabe israélien. Alors, selon ses proches, il s'agit d'un meurtre commis par la police israélienne, un meurtre de sang-froid, une accusation qui est reprise par de nombreux arabes israéliens aujourd'hui, dont certains députés comme Ahmed Tibi, lui parle d'un meurtre aussi commis par la police et il parle surtout de discrimination. Selon lui, si ce jeune avait été juif, eh bien, il n'aurait pas été tué par la police ne lui aurait pas tiré dessus. Donc il parle, lui, de traitements différents selon que l'on soit juif ou arabe israélien ici. Donc une différence de traitement selon certains. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la police a été en état d'alerte tout au long de la journée. Sur le chemin qui nous a menés de Tel Aviv, là où nous nous trouvons actuellement, on a pu voir de nombreuses forces de police déployées par crainte des affrontements qui ont éclaté. Alors justement, les affrontements qui se poursuivent, notamment en ce moment même à Nazareth. Léa Berdugo, un mot sur ce sentiment de colère. Que ressentent justement ce soir les Arabes israéliens ? Eh bien, ils se sentent victimes de discrimination, ils se sentent, on l'a dit, victimes d'un traitement différent de ceux des autres citoyens du pays. Selon le Centre de défense des droits de la minorité arabe, un centre juridique, eh bien, il s'agit d'une exécution. Et selon eux, eh bien, les policiers qui commettent ce genre de crimes envers des Arabes ne sont jamais présentés devant la police et devant la justice. Alors, en parlant de l'enquête, le ministre israélien des Finances, Yair Lapid, a demandé à ce que lumière soit faite sur cette affaire. Il a également demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'apaiser les tensions au sein du gouvernement, mais également à l'extérieur. Et Yair Lapid a également fustigé ceux qui utilisaient cette affaire à des fins politiciennes. Merci Léa Berdugo, donc en direct d'Oum El-Fahim. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Vous avez 20 secondes chacun, même pas? Imaginons que ce soit un habitant juif des territoires qui soit rentré dans une localité palestinienne et qu'il ait brandi un couteau devant une jeep de la police palestinienne. Ouais. Comment est-ce qu'il serait sorti vivant? Je n'en suis pas sûr. Et est-ce qu'après on aurait accusé les Palestiniens d'être responsables? Je n'en suis pas certain. Pour le moment, il y a des dizaines de Juifs qui se font perdus en Cisjordanie toutes les années, et c'est les jeeps des autorités palestiniennes qui les font ramener aux côtés israéliens. Merci Ali Waked, merci Daniel Haïk. Suite de cette édition spéciale dans un instant avec d'autres invités. On continue à évoquer ce sujet, évidemment, des tensions ce soir. ישראל היא מדינת חוק. כל מי שיפר את החוק ייענש בחומרה. אנחנו לא נסבול לא הפרות סדר, לא התפרעויות. I think that Jerusalem could show to the rest of the world that coexistence is possible. And this is, I think, the challenge for all of us, to show that Jerusalem can be shared. On continue donc cette édition spéciale qui est consacrée donc aux tensions en Israël et cette fois entre communautés juives et arabes à propos donc de la mort de ce jeune homme hier tué par la police. Deux nouveaux invités dans ce studio. Je salue tout d'abord Kamal Agbaria. Bonsoir. Vous êtes conseiller auprès du maire de Tel Aviv pour les affaires arabes. Et Dror Even Sapir, bonsoir. Vous êtes analyste politique sur i24 News. Alors, Dror, on va dire un mot quand même de la situation finalement aujourd'hui parce que cela vient enchaîner évidemment ce qui se passait à Jérusalem, qui concernait là vraiment Israël et les Palestiniens. Là, on est dans une affaire presque intérieure et même intérieure qui suscite aussi débat au sein de la majorité en Israël.
Oui, effectivement. Alors, premier point, il est important, la police des polices en Israël va ouvrir une enquête sur les circonstances exactes de la mort de ce jeune Palestinien. Dans quelle mesure le policier qui l'a tué était-il ou non en légitime défense? A-t-il fait un usage conforme à ce qui lui a été demandé de son arme à feu? Est-ce qu'il a véritablement visé le bas du corps pour ne pas le blesser mortellement? Tout ça, c'est des questions que auxquelles la police de police se devra d'apporter une réponse. Et les Arabes israéliens, bien évidemment, attendent beaucoup de cette enquête interne à la police. Mais effectivement, tout cela, après les émeutes de Jérusalem, donc des émeutes aujourd'hui dans le secteur arabe israélien, et pas d'émeutes pour l'instant, ou peu d'émeutes en Cisjordanie, dans les territoires. Tout cela semble prouver que Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité, pour l'instant, maintiennent un certain ordre dans les territoires de Cisjordanie. Ce n'est pas dans l'intérêt de Mahmoud Abbas, pour l'instant, que ce soulèvement ou cette intifada, cette nouvelle intifada, atteigne les territoires gérés par l'autorité palestinienne. Mais on sait que Mahmoud Abbas est soumis à une pression de plus en plus vive de la part de membres de son propre parti, le Fatah, qui appelle à ce que les Palestiniens des territoires de Cisjordanie se joignent au mouvement initié par les Palestiniens de Jérusalem-Est et qui ont été rejoints donc par une grande partie de la jeunesse arabe israélienne, pas par toute la jeunesse arabe israélienne, il faut le souligner, mais par une assez grande partie. Donc on sent que Mahmoud Abbas là est de plus en plus soumis à des pressions internes au sein du Fatah. Pendant combien de temps pourra-t-il et voudra-t-il faire office de garde-fou pour que ces émeutes ne se répandent pas au territoire de Cisjordanie? C'est bien évidemment une question qui est dans les esprits aujourd'hui de tous les responsables politiques et sécuritaires en Israël. Alors, Kamal Akbaria, justement, quelle est la position ce soir des Arabes israéliens face à ce qui s'est passé à Kfar Kana? Qu'est-ce que vous attendez ce soir? אני חושב שאנחנו רואים שאנחנו בתקופה הזאת שהדברים שבכפר כנא וקורים בירושלים ובין Nous voyons que ce qui se passe à Kfar Kana, à Jérusalem, dans le sud, tout cela est lié l'un à l'autre. On ne peut pas considérer le cas de Kfar Kana en le séparant du reste. Jérusalem également. Il y a un sentiment que pour la minorité arabe, qu'elle est persécutée aujourd'hui, qu'il y a une législation anti-arabe qui la pousse à sortir dans la rue. Et ce qui me fait peur, c'est que les jeunes qui descendent dans la rue n'ont rien à perdre. Ils ont tout fait pour empêcher cela, pour empêcher tout cela. Alors, c'est justement l'occasion de s'intéresser de plus près à cette communauté arabe israélienne, cette minorité donc au sein du territoire israélien. Des chiffres tout d'abord et des questions posées par Elsa Mourg. Les Arabes israéliens représentent 20% de la population israélienne, soit 1 600 000 personnes. Ils sont issus des 250 000 Palestiniens qui sont restés après la création de l'État d'Israël en 1948. Et de là vient un grand paradoxe, car s'ils possèdent la citoyenneté israélienne, 45% se définissent comme Palestiniens israéliens, 32% comme Arabes israéliens et 22% comme Palestiniens. Citoyens arabes et citoyens juifs ne partagent pas les mêmes écoles jusqu'à l'université, mais jouissent des mêmes droits civiques, bien que la majorité des Arabes d'Israël estiment être victimes de discrimination. Au niveau politique, une grande partie des Arabes israéliens boycottent ou s'abstient lors des élections, et la plupart des votants sont représentés à la Knesset par 3 principaux partis: le Balad, une formation arabe laïque, la Liste arabe unifiée regroupant plusieurs organisations, dont certaines religieuses, et le Hadash, une coalition juive et arabe portée par les communistes. Tandis qu'une minorité arabe vote pour les partis traditionnels israéliens. Face aux récentes tensions à Jérusalem-Est et la mort samedi matin de Keir Hamdaneh, abattu par des policiers, des représentants de la communauté arabe ont appelé à une grève générale dimanche dans les villes arabes d'Israël. La mort du jeune homme de 22 ans est considérée par certains comme un crime raciste. Si c'était un juif qui avait attaqué, il ne lui aurait jamais tiré dessus. Dans l'État d'Israël, les policiers et les soldats ne tirent jamais sur les juifs, même s'ils sont attaqués par eux. Je voudrais dire qu'une fois, il y a eu un juif qui avait un pistolet en main et qui a tué le Premier ministre. Il a été neutralisé et n'a pas été abattu, bien qu'il ait été armé. La mort de Keir Hamdan fait craindre aux autorités une propagation des émeutes quotidiennes à Jérusalem-Est au reste de la communauté arabe israélienne. Alors, il y a un ressentiment, on le voit à travers les propos de ce député, Dror Ben Sapir, d'Arabes israéliens qui s'estiment évidemment lésés par rapport aux juifs. Oui, effectivement, c'est le sentiment qui est le plus communément partagé par la très grande majorité des Arabes en Israël.
même si, et c'est un petit peu le paradoxe, ces dernières années, on a constaté que il y avait un mouvement vers davantage d'intégration des Arabes israéliens. On les voit davantage dans l'espace public en Israël. Leur situation économique aussi s'est quelque peu améliorée. Elle n'est pas encore égale à celle des Juifs, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il y a là une inégalité que les différents gouvernements israéliens n'ont pas assez prise en compte et n'ont pas assez agi peut-être pour la résoudre. Maintenant, le problème aussi, c'est que une partie du monde arabe israélien est travaillée comme l'ensemble du monde arabe, par des courants islamistes fanatiques. Et par conséquent, là, par rapport à ce genre de courant, l'intégration est quasiment impossible. Même si là aussi, au sein du mouvement islamique israélien, il faut établir une distinction entre ceux qui sont les plus radicaux, ceux qui sont moins, ceux qui boycottent les élections, ceux qui participent aux élections et qui ont une représentation à la Knesset. Le monde arabe israélien est beaucoup plus divers, beaucoup plus hétérogène que ce que l'on croit habituellement. Il faut établir des distinctions entre déjà culturelles, religieuses, entre musulmans, chrétiens et druzes, bien évidemment, mais aussi entre villageois et arabes israéliens qui vivent en ville, souvent en proximité et en assez bonne cohabitation avec des juifs israéliens. Donc tout cela est très complexe, mais c'est vrai qu'il y a un ressentiment qui est généralisé, même si les responsables politiques, en tout cas les députés qui prétendent représenter la minorité arabe israélienne, ne font pas grand-chose, il faut le dire, pour calmer les esprits. Parfois, au contraire, pour des raisons bassement politiciennes, il jette de l'huile sur le feu, ce qui ne veut pas dire que certaines des revendications, notamment sociales, des Arabes israéliens ne sont pas justifiées. Alors, Kamel Akbaria, justement, quand vous voyez aujourd'hui, donc évidemment, ce fait divers, mais est-ce que vous avez l'impression, vous, que les Arabes en Israël se sentent complètement israéliens parce que le gouvernement leur dit, oui, mais attention, parfois, ils ont des revendications nationalistes et ils ne se sentent pas israéliens, ils représentent finalement les Palestiniens plus qu'Israël? Effectivement, il n'y a pas un doute qu'il y a une identité qui n'est pas facile à définir pour les Juifs, pour l'oreille juive, et c'est difficile à accepter. Certains des Arabes israéliens se considèrent aussi comme des Palestiniens, de la nationalité palestinienne. Il y en a certains qui disent qu'il y a une contradiction, mais d'autres qui affirment qu'il n'y a aucune contradiction. Au contraire, il y en a certains qui disent que ce sont complémentaires, ce sont des identités complémentaires. Et nous voyons qu'il y a eu au cours des dernières années de plus en plus d'Arabes israéliens qui veulent s'intégrer dans la société israélienne, juive et israélienne. Mais en même temps, il y a toujours ce sentiment que le gouvernement évite de les intégrer, d'en faire des citoyens à part entière de la société israélienne. Et même à Jérusalem aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, avec toutes ces émeutes, on verra beaucoup que la plus grande partie des habitants de Jérusalem, des habitants arabes de Jérusalem, veulent être membres de la société israélienne. Ils veulent être citoyens israéliens. Mais le gouvernement met à chaque fois des obstacles à ce niveau-là. Il y a des Arabes et des Juifs qui vivent dans le même pays et ils courent 100 mètres. Pour un Juif, c'est 100 mètres et pour un Arabe, c'est un 110 mètres pour comparer. C'est beaucoup plus difficile. C'est le problème aujourd'hui ? Oui, effectivement. Et il y a d'ailleurs juste un exemple, celui du service national civil qui a été instauré et dont peuvent bénéficier des jeunes juifs israéliens et des jeunes arabes israéliens. Les dirigeants, les députés des partis arabes dont on a parlé tout à l'heure sont formellement opposés, parfois même violemment opposés à ce que des jeunes arabes en Israël effectuent un service national civil. Or, de plus en plus de jeunes arabes israéliens d'une manière tout à fait volontaire, effectuent et se portent volontaires pour effectuer un service national civil qui va leur permettre ensuite de bénéficier de tout un tas d'avantages sociaux, au même titre que les jeunes juifs israéliens qui effectuent un service national civil ou militaire. Donc il y a effectivement une tendance vers davantage d'intégration qui n'est pas toujours représentée comme elle le devrait par, encore une fois, les politiciens qui prétendent être les représentants de cette minorité arabe en Israël. Donc, c'est une minorité qui est travaillée par des vents contraires, à la fois une volonté d'intégration, comme monsieur vient de la décrire, et aussi, effectivement, une volonté de se développer en communautés séparées.
Et dans cette volonté-là, il y a à la fois des courants nationalistes palestiniens, voire pan-arabes, et aussi de plus en plus des courants islamistes, même s'ils sont loin, encore une fois, de représenter la majorité des Arabes israéliens. Alors, on va retourner à Jérusalem, justement retrouver l'une de nos envoyées spéciales. Ce soir, c'est Léa Volbert qui est donc dans le quartier de Chouafat, où avaient lieu, on le sait, ces derniers jours, des émeutes. Situation ce soir, Léa Volbert, calme relatif, on va dire, avec quelques incidents quand même. Oui, exactement. Ici, c'est un calme, comme vous l'avez dit, extrêmement relatif à Chouafat, dans ce quartier de Jérusalem-Est, ce quartier qui a été ces derniers jours le théâtre de très violents affrontements entre la police israélienne et des Arabes israéliens. Plusieurs blessés, beaucoup d'interpellations ces derniers jours. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Aucune violence n'a été signalée dans ce quartier de Chouafat. Néanmoins, les forces de sécurité qui se trouvent près de moi, au point de passage de Chouafat, nous ont interdit l'entrée dans Chouafat, prétextant que le moindre petit incident, y compris la présence de journalistes, pourrait embraser la situation. Autour de ce quartier de Chouafat, plusieurs incidents ont néanmoins été notés, dont ce tramway proche de Jérusalem-Est qui a été la cible de jets de pierre. Un bus également sur la route numéro 1 qui relie Tel Aviv à Jérusalem a été caillassé. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les auteurs de ces agissements. Et puis on a appris aussi dernièrement qu'un homme de 36 ans a été légèrement blessé dans Jérusalem à la suite de jets de pierre sur sa voiture. Je voudrais justement avoir votre réaction, Kamel Akbaria, à ce qu'a dit aujourd'hui Benyamin Netanyahou. C'est finalement plus de fermeté et la possibilité d'enlever la citoyenneté israélienne à ceux qui réclameraient finalement la destruction d'Israël dans des manifestations. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Je suis contre cela. Lorsqu'on parle de démocratie, il faut permettre à des gens d'exprimer leur colère parfois. Je peux comprendre que lorsqu'il y a des gens qui voient que quelqu'un de leur communauté a été assassiné, eh bien réagissent ainsi, mais j'aurais bien voulu que le gouvernement développe une législation anti-discrimination contre les Arabes, contre la communauté arabe israélienne, qu'il y ait un partage plus équitable des ressources sociales dans les secteurs arabes, et qu'à chaque fois on n'entende pas toujours que ce sont les Arabes qui s'opposent à telle ou telle situation, mais que ça soit plus positif envers j'ai le sentiment que ce gouvernement est fort avec les faibles et faible avec les forts. Alors on a vu on a très rapidement détruit les maisons des Palestiniens responsables de l'assassinat d'un Juif, mais on n'a pas le cas contraire. Un Juif, lorsqu'il assassine, il est toujours fou, mais un Arabe, lorsqu'il assassine, c'est un terroriste. Cette situation n'est pas normale. Il faut qu'il y ait un même dialogue, une même sémantique. Alors ça y est, on va pouvoir regarder d'abord le sujet des réactions politiques, et donc notamment cette réunion du gouvernement aujourd'hui. Léa Berdugo. Benyamin Netanyahou hausse le ton. L'objet de sa colère, les manifestations organisées dans le secteur arabe israélien ce week-end et les débordements qui ont suivi. Une flambée de violence déclenchée par la mort d'un jeune arabe israélien tué par la police. Mais pour le Premier ministre, certaines limites ne doivent pas être franchies. Israël est un État de droit. Celui qui enfreint la loi sera puni sévèrement. Nous n'accepterons pas de désordre, ni d'émeutes, et nous agirons avec fermeté contre les lanceurs de pierres, de cocktails Molotov, de pétards, contre ceux qui bloquent les routes et même contre toute manifestation qui appelle à notre destruction. Benyamin Netanyahou envisage même une mesure choc, la possibilité de retirer la nationalité à ceux qui appellent à la destruction d'Israël. Mais au gouvernement, tous n'ont pas le même discours. Le ministre des Finances, Yair Lapid, a appelé Benyamin Netanyahou à apaiser les tensions. Il faut enquêter sur ce qui s'est passé là-bas. Le secteur arabe est en détresse. Les ministres, les membres du gouvernement, les députés doivent faire baisser les tensions au lieu de les attiser. Les représentants du secteur arabe israélien crient à la discrimination. Le député Ahmed Tibi affirme que si c'était un juif, on ne lui aurait pas tiré dessus. Il s'agit d'un meurtre, a-t-il dit, car les policiers n'étaient pas en danger.
Dans les rues de Chafaram, la colère est grande. On est convaincu qu'il s'agit bien d'un crime. Ils ont vu l'enfant se faire tuer. À mon avis, personnellement, il a été assassiné de sang-froid. Il n'y a pas eu de tir de sommation. Ils n'ont pas tiré vers les jambes. Dans ce contexte, les Arabes israéliens ont marqué une journée de grève dans toute leur localité pour protester contre la mort de Kay Ramdan. Et les affrontements se poursuivent avec la police. Des accrochages ont éclaté lors de manifestations dans le nord du pays. Voilà, et incident qui se poursuivrait encore actuellement à Nazareth notamment. Alors dans Evan Sapir, il y a évidemment une petite fraction encore constatée au sein du gouvernement, parce que la position dure de Netanyahou n'est pas celle de Lapid par exemple. Elle n'est pas celle de Yair Lapid, elle n'est pas celle de Tzipi Livni, ni celle de Amir Peretz, le ministre de l'Environnement qui a démissionné du gouvernement aujourd'hui. On a véritablement effectivement l'impression que les positions sont de plus en plus tranchées en fait, de part et d'autre, que l'aile droite du gouvernement se droitise et que l'aile gauche du gouvernement se gauchise, et que Benyamin Netanyahou a choisi son camp. Très clairement, elle est confrontée dans les sondages, et c'est évident, hein, elle est en baisse dans les sondages, et sa baisse dans les sondages profite à Naftali Bennett et à son parti. Donc c'est la raison pour laquelle on assiste à un très net durcissement du discours de Benyamin Netanyahou sur Jérusalem, sur les émeutes dans le secteur arabe. Ce n'est pas du goût de tout le monde, on vient de le voir avec Yair Lapid, et le fait que les différences idéologiques au sein du gouvernement se font entendre aujourd'hui avec beaucoup plus d'intensité qu'auparavant, eh bien c'est bien la preuve que dans toute la classe politique, on sent une odeur de plus en plus forte d'élections anticipées. La question n'est pas de savoir s'il y aura des élections anticipées, Jean-Charles, la question est de savoir quand elles auront lieu. Ouais. Alors effectivement, on parlera d'ailleurs un peu plus tard de cette démission d'Amir Peretz. On va retrouver Léa Berdugo qui se trouvait à Oum el-Fachem où tout à l'heure on vous le disait, un calme précaire régnait. Il y a des incidents du côté de Nazareth en ce moment. Léa, quelle est la situation autour de vous ? Écoutez, l'atmosphère est assez calme pour l'instant. On entend peut-être des affrontements du côté de certains villages israéliens. Nous sommes en train de vérifier ce qu'il s'y passe actuellement. En tout cas, la journée a été rythmée par des affrontements, surtout dans le nord d'Israël, dans certains villages arabes, dans le secteur arabe israélien. Donc des affrontements ont éclaté entre forces de police et manifestants lors des manifestations, on le sait, qui se sont déroulées après la mort du jeune arabe israélien donc, qui a été tué par la police. On sent beaucoup de ressentiment de la part des Arabes israéliens dans le pays, qui se sentent discriminés, que ce soit de la part des autorités, que ce soit de la part des forces de police ou même au sein de la société civile tout entière. Donc beaucoup d'appréhension, beaucoup de ressentiment de la part de cette population. Reste à voir comment la situation va évoluer maintenant. Alors on sait qu'il y a une enquête ouverte évidemment après ce qui s'est passé à Kfar Kana avec des images de vidéosurveillance qui évidemment sont à charge pour la police. Exactement. Alors les versions divergent, mais effectivement, quand on voit les images, eh bien, il y a un doute, mais il est très faible. Alors ces images montrent ce jeune arabe israélien donc, qui a attaqué ce véhicule de police. Ensuite, les policiers sont descendus de la voiture et l'un d'entre eux eh bien, a tiré à bout portant, selon les images de vidéo donc de caméra surveillance. Eh bien, selon les proches de ce jeune arabe israélien, il s'agit d'un crime, d'un meurtre commis de sang-froid. Donc c'est une rhétorique, on l'a dit, qui a été reprise par de nombreux Arabes israéliens aujourd'hui, dont même des députés. Alors certains ministres appellent à la prudence et surtout appellent à une enquête approfondie sur les faits. Vous l'avez dit, on a entendu Yair Lapid qui demandait à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Donc Dror le disait un peu plus tôt, une affaire qui sème la discorde au sein du gouvernement. Les voix se sont élevées donc pour une prudence beaucoup plus importante de la part des forces de police dans ces secteurs-là. Reste à voir également comment cette enquête va évoluer et si les policiers vont être inquiétés par celle-ci. Merci Léa Berdugo. On vous retrouve également un petit peu plus tard. Kamel Akbaria, cette affaire qui suscite, on l'a vu, beaucoup de colère et d'indignation chez les Arabes israéliens. Est-ce qu'à votre avis, elle est représentative de l'attitude de la police envers les Arabes en Israël, ou est-ce qu'on peut appeler ça une bavure comme il s'en passe dans d'autres pays dans le monde ?
Il n'y a aucun doute qu'après ce qui s'est passé en octobre 2000, avec la commission Lapid, le père a modifié pas mal de choses. Il y a eu des changements importants. Mais il est clair que la police est plus communautaire qu'avant octobre 2000. Mais en même temps, il semble que le commandant suprême de la police qui comprend qu'il faut considérer les Arabes israéliens comme partie entière intégrante de la société israélienne. Mais tout le monde, c'est pas toujours facile pour les policiers israéliens de ressentir de cela. Et on a le sentiment qu'effectivement certains policiers en veulent à des émeutiers arabes israéliens et qu'ils ont la gâchette un peu facile. Il y a eu cet assassinat auquel on a assisté et il y a un sentiment très dur que dans le secteur arabe on peut être plus violent envers la population par rapport à la population juive. Ce n'est pas, il y a une volonté de changement, d'atténuer, mais cela n'est pas redescendu depuis le commandement suprême sur le terrain. Il y a des policiers qui restent 8-10 heures en patrouille et qui ont du mal à considérer les Arabes israéliens comme des citoyens à part entière. Et alors ils essayent parfois de ce genre de cas de les nettoyer sous le tapis, de dire ah ben non finalement il n'y a rien qui s'est passé, mais là il y a eu une caméra. Je ne sais pas si c'était un juif, mais je pense que je ne suis pas sûr que ça aurait été terminé par un crime. Alors, Dror Ben Sapir, c'est une affaire qui va laisser des traces là, puisqu'il y a effectivement cette caméra qui a filmé la scène. Oui, effectivement. Ce qu'on pourrait dire aussi sur les émeutes d'aujourd'hui, c'est que selon certaines sources, des jeunes Palestiniens des territoires de Cisjordanie ont rejoint les émeutiers dans le nord du pays, dans le secteur arabe en Israël. Ça reste à vérifier, mais ça pourrait peut-être expliquer le fait que ces émeutes ont pris le tour violent que l'on connaît. Maintenant, il faut espérer que, effectivement, la police mène une enquête impartiale. Il faut espérer que si les policiers ont commis une erreur, qu'ils soient sanctionnés. S'ils ont agi d'une manière conforme à ce qui leur était demandé, que cela soit dit aussi tout à fait clairement et que les responsables de la communauté arabe israélienne acceptent l'impartialité de l'enquête de manière à ce que les esprits soient calmés. Mais les émeutes n'ont pas pour seule et unique raison la mort de ce jeune homme. Il y a des raisons plus profondes que le gouvernement et les autorités israéliennes et la police israélienne qui a commencé à le faire doivent prendre en considération. Est-ce qu'à votre avis, on a vu ce qui s'est passé à Jérusalem, parce qu'il nous reste quelques minutes là, mais récemment donc des émeutes à Jérusalem, on sait qu'il y a des relations très tendues actuellement entre Israéliens et Palestiniens à propos de négociations qui n'ont plus reprise. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a atteint une situation qui rappelle celle de l'intifada? Est-ce que la situation est inquiétante aujourd'hui ou pas pour vous en Israël, Kamel Akbarian? Effectivement, je sens que tant qu'il n'y a pas de négociation, eh bien, la situation se dégrade et il y a une forme de détresse de la part de la population. Mais le peuple ne s'intéresse pas vraiment à la terminologie, si on l'appelle troisième intifada, Daesh, le nom n'est pas vraiment important, c'est le fond et la profondeur des choses. Et il y a des choses qui se déroulent dans Jérusalem, dans le triangle, Kfar Kana, et même à Jaffa. Ça arrive partout, dans tout le secteur arabe israélien. Il y a ce sentiment que l'on peut repousser la population arabe israélienne, la mettre de côté un peu et à force de la mettre de la marginaliser, eh bien, elle se retrouve dans une situation difficile. Elle n'a pas de représentation à l'intérieur du gouvernement. Elle a très peu de représentation dans la Knesset.
Et on voit même que cette représentation ne représente pas véritablement l'ensemble de la communauté arabe israélienne. Et ce qui lui reste à faire à cette communauté, bien, c'est de descendre dans la rue et d'exprimer sa colère. Bien sûr, je suis très, j'émets des réserves. Il faut que cette colère soit exprimée de manière démocratique. Mais ce sont plusieurs publics, plusieurs communautés et plusieurs facteurs. Ce sont les communautés Jérusalem, de Kfar Kana, du Triangle, pour des raisons sociales, pour des raisons nationales. On ne peut pas dire que c'est rien qu'à cause de Al-Aqsa, rien qu'à cause de Kfar Kana. Tout cela se rassemble en une seule plainte et une seule colère. Il y a juste un paradoxe, parce que la semaine dernière, on parlait de l'établissement pour les années à venir de la première nouvelle ville arabe en Israël, dans le nord du pays. Et là, on assiste à des émeutes d'une intensité rarement atteinte, et pas atteinte en fait depuis le début des années 2000, au cours desquelles on s'en rappelle. En 2000, justement, 13 Arabes israéliens avaient été tués par la police, justement, au cours d'émeutes bien plus violentes que celles auxquelles on assiste actuellement. Mais tout cela, je rappelle ce cas, ce projet de l'édification de cette première nouvelle ville arabe en Israël pour simplement expliquer que les choses sont très complexes. On peut effectivement reprocher aux autorités israéliennes de ne pas faire assez en faveur de la communauté arabe en Israël, mais elles font tout de même, elles agissent tout de même. Il y a des choses qui sont faites, il y a des projets qui sont lancés. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être trop peu, mais en tout cas, le gouvernement, les autorités ont conscience qu'il faut faire quelque chose. Merci, Ronen Sapir. Merci à vous, Kamel Akbaria. Je rappelle que vous êtes conseiller auprès du maire de Tel Aviv pour les affaires arabes. On continue cette édition spéciale et on parlera diplomatie dans un instant avec 2 députés français sur le plateau. À tout de suite. ישראל היא מדינת חוק. כל מי שיפר את החוק ייענש בחומרה. אנחנו לא נסבול לא הפרות סדר, לא התפרעויות. I think that Jerusalem could show to the rest of the world that coexistence is possible. And this is, I think, the challenge for all of us, to show that Jerusalem can be shared. Suite donc de cette édition spéciale et on va évoquer maintenant l'aspect diplomatique de ces tensions qui existent en Israël, puisque ce week-end, la personne qui se trouve derrière moi, Federica Mogherini, qui représente désormais la diplomatie de l'Union européenne, était en visite en Israël et dans les territoires palestiniens, parce qu'on le sait, actuellement en Europe se déroule un mouvement visant à accélérer la reconnaissance de l'État palestinien. Plusieurs parlements vont se prononcer ou se sont déjà prononcés. La France le fera bientôt et justement 2 députés français sont dans ce studio ce soir pour évoquer cette question. Bonsoir à vous, Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous êtes députée pour l'UMP, ancienne ministre du gouvernement Sarkozy. On parlera également de politique française un petit peu plus tard parce qu'il se passe des choses à ce niveau. Bonsoir Meir Habib. Bonsoir, vous êtes député pour les Français de l'étranger. Alors, d'abord votre sentiment sur la situation qui est extrêmement tendue depuis maintenant plusieurs jours ici avec ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui s'est passé ce week-end avec la mort de cet arabe israélien tué par des policiers et donc la colère des citoyens arabes israéliens. Est-ce que la situation pour vous est inquiétante et doit préoccuper justement l'Europe aujourd'hui de ce qui... Bien entendu, la situation me préoccupe, la situation nous préoccupe. On ne peut pas aujourd'hui se désintéresser de la situation d'Israël et du conflit israélo-palestinien parce que ce conflit, il s'importe chez nous. Il se trouve que cet été, par hasard, j'étais à Sarcelles le jour où la synagogue a été attaquée par des casseurs qui se réclamaient de la défense du peuple palestinien. Donc en réalité, on voit bien qu'il y a une vision dévoyée de ce conflit qui s'importe en France. Donc ça veut dire que la France doit jouer tout son rôle dans le règlement du conflit et ça veut dire aussi qu'elle doit parler très fort au sein de l'Union européenne pour essayer de faire aboutir une négociation. Meir Habib ? Je pense, comme tout le monde, qu'il faut trouver une solution. Mais ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la volonté de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas d'embraser la situation. Mahmoud Abbas a choisi de rejoindre le Hamas. C'est pas le Hamas qui a rejoint Mahmoud Abbas, c'est Mahmoud Abbas qui a rejoint le Hamas. Un mouvement djihadiste, un mouvement terroriste. Le Hamas, comme Daesh, comme le Hezbollah,
comme Boko Haram sont des mouvements dont l'objectif est de répandre leur théorie du djihad total. Et aujourd'hui, Mahmoud Abbas a rejoint le Hamas. Ils veulent embraser la situation à Jérusalem, dans les territoires. Ce serait une grave erreur de la France, de l'Europe, de reconnaître à ce stade un État palestinien. Tout le monde sait qu'à moyen terme, il doit avoir un État palestinien dans le cas de négociations conformément aux accords d'Oslo. Quel message l'Europe ou la France va peut-être donner? J'espère que ce ne sera pas voté. C'est de dire, c'est pas la peine de négocier, Palestiniens et Israéliens, conformément aux accords d'Oslo. Vous allez avoir un État, quoi qu'il arrive. C'est contre-productif, ça va exactement amener les extrêmes, ça va embraser la situation, comme le disait Valérie Pécresse, en France, parce que je considère qu'on va importer ce conflit et ce serait une très très mauvaise décision. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, voit avec bienveillance cette initiative de parlementaires qui veulent justement un vote sur cette C'est très proposition? partagé. J'ai beaucoup de députés socialistes qui m'ont dit qu'ils étaient contre cette initiative. Ils sont tous pour un État palestinien, mais ils sont contre une partie, en tout cas M. Pouponi, qui est pourtant maire de Sarcelles, qui sait de quoi il parle. Il est député maire d'une ville très sensible, et contre ce vote du Parlement français. Beaucoup de mes collègues à l'UDI et à l'UMP sont contre aussi. Et il y en a aussi qui sont pour. On peut avoir une discussion, je crois, surtout, ce qui est important, c'est d'apaiser la situation, que les partis se parlent, qu'ils s'assoient à une table de négociation, qu'ils essaient de faire avancer les choses, pas par la force, pas par la violence. C'est pas en s'alliant avec le Hamas, un mouvement qui veut un État à la place d'Israël et pas à côté d'Israël, un mouvement djihadiste qui applique la charia, qui a exécuté sur la place publique des dizaines de personnes et qui applique des lois terribles en ce qui concerne les femmes, les homosexuels, etc. C'est pas la façon d'aller vers la paix. En tout cas, c'est pas l'idée je me fais de la paix. Valérie Pécresse, sur cette initiative de parlementaires qui veulent une reconnaissance de l'État palestinien en France? Vous savez, la reconnaissance unilatérale par un seul pays de l'État palestinien, c'est finalement un fusil à un coup. Donc le sujet n'est pas celui-là. Moi, je suis pour la reconnaissance de deux États. Je pense qu'il faut absolument qu'on œuvre beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui pour ranimer le processus de paix. Et c'est vrai que c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant, mais j'imagine, y compris pour les Israéliens, de voir que c'est un éternel recommencement et qu'on n'arrive pas à mettre fin aux violences. Donc je crois qu'on ne peut pas voter une reconnaissance de l'État palestinien en l'état actuellement, surtout si cette résolution n'appelle pas à la fin des violences et au renoncement à la violence par un certain nombre de groupes terroristes. Donc on a besoin de cet arrêt de la violence. Si un certain nombre de députés socialistes veulent faire un coup politique, parce que ce serait en réalité un coup politique, je pense que ce sera un coup d'épée dans l'eau, parce que je pense que ça braquera les deux parties. Donc en réalité, moi je crois malheureusement qu'à la solution diplomatique, et cette solution diplomatique, elle doit être extrêmement puissante, et elle doit venir d'un consensus européen, parce que là aussi, si on est divisé entre pays européens, je pense qu'on ne fera pas avancer les choses. On a besoin aujourd'hui de parler tous d'une seule voix, et on a aussi un peu besoin de faire pression sur Israël et monsieur Abbas pour que vraiment les négociations reprennent. Ce qui n'est pas la tendance aujourd'hui. Je crois surtout que la pression, elle doit être faite sur le côté palestinien. Moi, je voudrais simplement au niveau historique. Qui a refusé la main tendue à l'époque? Et pourtant, beaucoup en Israël étaient contre. Barak a tout donné. Tout donné. Arafat a tout refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, les Palestiniens acceptent la reconnaissance d'un État juif? Ils n'acceptent pas. Ils veulent trois États. Ils veulent un État palestinien qui existe en Jordanie, ils veulent un État dans les territoires et ils veulent le droit du retour de 3 millions de Palestiniens à l'intérieur des frontières. Ce n'est pas possible. Et là, je crains, c'est mon intime conviction, qu'aujourd'hui, cette guerre est une guerre de religion. Regardez ce qui se passe, encore une fois, en Syrie. 200 000 morts dans le silence absolu des nations. J'aurais bien aimé que le monde se mobilise pour la Syrie. Silence total. Les chrétiens, Valérie le sait très bien, sont en train de disparaître en Orient. Le berceau du christianisme. Il y a de moins en moins de chrétiens. Et je rencontre tous les jours des chrétiens qui me disent que la seule possibilité de vivre leur foi, c'est lorsqu'ils vivent sous administration, sous autorité israélienne, parce que c'est la garantie de liberté du culte, la seule garantie de liberté des cultes. Regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se serait passé en Égypte si jamais aujourd'hui, Sisi n'avait pas repris le pouvoir, et si jamais c'était les frères musulmans. Les chrétiens sont en train de disparaître. On veut faire passer ce conflit pour un conflit territorial. Ce n'est pas un conflit territorial, c'est une guerre de religion. Si c'était un conflit territorial, ça fait que longtemps que la majorité des Israéliens étaient prêts à faire certaines concessions pour arriver à la paix. Hélas, on n'y est pas arrivé.
Ouais, mais Moi, je serais un petit peu moins catégorique que Meyer Habib, mais je dirais que le risque existe. Et il sait, Meyer, que je suis allée en Irak, je me suis rendue en Irak cet été, parce que nous avons créé un groupe pour la défense des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées en Irak, à la suite de l'arrivée de Daesh dans ce pays qui est sans État. Et là, justement, je pense que la différence est grande entre la situation israélo-palestinienne et celle de l'Irak. Il y a un État en Israël, il y a une grande démocratie israélienne. La seule. Oui, c'est la seule. Oui, mais dans la région. Oui, mais elle est puissante. Et la force de cette démocratie, c'est aussi de pouvoir engager des négociations et des pourparlers de paix. C'est aussi de pouvoir signer des accords qui auront une vraie légitimité. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Meyer. Je ne pense pas que ce soit encore vraiment une guerre de religion. Je pense qu'il y a évidemment un facteur religieux, mais je pense que c'est quand même d'abord un conflit politique, mais que ça peut dériver vers une guerre de religion, parce que la tentation va être extrêmement grande. On a aujourd'hui des islamistes un peu partout autour de vous. Et ça, s'il y a une contamination, s'il y a une inflammation, moi, je suis très inquiète. Donc je pense que c'est maintenant. C'est maintenant, et c'est maintenant ou jamais. Les négociations doivent reprendre, le processus de paix doit reprendre. Et pourtant, on voit que le gouvernement israélien fait preuve de beaucoup de fermeté. Là, aujourd'hui, on a vu que Benjamin Netanyahou menaçait d'enlever la citoyenneté aux Arabes israéliens qui prôneraient la destruction d'Israël. On est loin d'une reprise. C'est de la même façon qu'on pense, moi je suis de ceux qui pensent qu'en France, lorsqu'on a des djihadistes qui sont binationaux, on doit faire en sorte de leur enlever leur citoyenneté française. Benjamin Netanyahou en Israël pense que si jamais il y a des citoyens israéliens dont l'objectif est de détruire l'État d'Israël, à juste titre, leur enlever la nationalité israélienne, absolument. Est-ce qu'il vous semble prêt aujourd'hui à reprendre des négociations, comme l'a demandé Lieberman, enfin on l'a dit l'autre jour, Lieberman, en disant... J'ai vu Benjamin Netanyahou longuement hier. Nous avons longuement parlé de la situation. Il est extrêmement préoccupé par cette situation. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui sait tendre la main, qui ne veut pas suivre ses extrêmes, ni d'un côté ni de l'autre. Il veut aller vers la paix. Mais ici, Israël n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, Israël pourrait disparaître. Donc il veut aller vers la paix avec des gens qui veulent la paix. Tant qu'il n'aura pas les garanties sécuritaires que les concessions qu'il est prêt à faire servent à quelque chose, il ne fera pas de concessions. Et à ce stade, aujourd'hui, lorsque vous voyez le jusqu'au boutisme palestinien, Mahmoud Abbas a rejoint le Hamas. C'est une réalité. C'est une réalité des choses. Est-ce que vous savez la corruption qui existe dans l'autorité palestinienne ? 26 milliards de dollars versés depuis le début de l'autorité palestinienne, alors qu'on sait que Yasser Arafat avait 4 milliards de dollars sur son compte. Il y a une corruption qui est terrible. Ils veulent pourrir la situation. Ils veulent un statu quo. Israël veut la paix. Veut vraiment la paix. C'est l'impression que j'ai quand j'écoute les gouvernants israéliens. Pour faire la paix, il faut être deux. À ce stade, il n'y a qu'un seul parti qui est prêt à faire la paix. Le fait d'inviter, comme l'a fait Laurent Fabius, au Parlement français très prochainement, le gouvernement palestinien, qui comprend donc des membres du Hamas également, c'est quelque chose que vous approuvez ? Vous savez, maintenant, le gouvernement palestinien a le statut d'État observateur à l'ONU. Aujourd'hui, il est reconnu par des instances internationales. Donc, nous essayons aujourd'hui de pousser vers cette solution en garantissant à l'État palestinien un statut, effectivement, de partenaire diplomatique solide. Franchement, on n'a pas du tout intérêt à ce que la situation dégénère et que Israël se retrouve sans interlocuteur en Palestine. Il faut qu'il y ait un interlocuteur qui soit reconnu par la communauté internationale. C'est indispensable pour négocier. Non mais regardez, Meyer Habib, ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Je veux dire, on a ou en Irak. Quand l'État se désagrège, quand l'État n'est plus suffisamment solide, quand les gouvernants n'ont plus de légitimité pour négocier, alors peut-être que M. Abbas aujourd'hui a du mal à imposer un certain nombre de choses à sa base. Peut-être qu'il est dépassé, peut-être qu'il a du mal. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'en le déstabilisant ou en le décrédibilisant, eh bien, vous donnerez plus de force à une possible sortie de crise ? Moi, je ne suis pas sûr. En revanche, je comprends la fermeté de M. Netanyahou. Je veux dire, quand on est j'allais dire, défié. Et nous, la République française est défiée. Elle est défiée, effectivement, par ces Français qui partent faire le djihad. Elle est défiée en permanence. Elle a été défiée par Dieudonné, l'humoriste, quand il a, au bout de 4, 5, 6 condamnations postérieures à ces spectacles, continué à enfreindre la loi. Donc, oui, les républiques et les États démocratiques sont défiés par des personnes qui sont sans foi ni loi. Et celle-là, on doit être très ferme. Mais être ferme, ça ne veut pas dire refuser de négocier la paix. Au contraire, je pense que c'est plus on est ferme, plus on est en situation de négocier la paix. Je suis d'accord, mais je continue et je répète. Il n'y a pas de différence entre le Hamas et Daesh. Regarde Daesh. Quand je vois notre compatriote Hervé Gourdel, quand même.
il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Le Hamas est un mouvement djihadiste terroriste qui prône le terrorisme, qui est reconnu par l'ensemble. J'ai pas dit ça, mais la situation aujourd'hui en Israël n'est pas celle de l'Irak. Je parle du Hamas. Et heureusement. Valérie, le Hamas est un mouvement terroriste reconnu. Moi, je parle de Mahmoud Abbas. Mais il s'est allié avec un mouvement terroriste. C'est vrai. Mais les Israéliens... Je le reconnais. Mais l'autorité palestinienne, ça n'est pas non plus Daesh. Mais ils se sont alliés. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que l'autorité palestinienne s'est alliée avec le Hamas. Et pour moi, Hamas, c'est comme Daesh. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. C'est l'erreur que nous faisons en Occident. Ou on est terroriste, ou on ne l'est pas. Si Mahmoud Abbas veut prouver qu'il n'est pas un terroriste, alors il ne s'allie pas avec des terroristes. Le jour où le Hamas renonce au terrorisme, reconnaît l'État d'Israël, à la limite, on pourrait lui faire crédit de cela. C'est pas le cas du tout actuellement. Mais c'est ce que nous voulons tous. C'est ce que nous voulons tous. Et aujourd'hui, quand moi je vois aujourd'hui notre compatriote Hervé Gourdel, j'étais avec Christian Estrosi il y a quelques jours à l'Assemblée, j'ai une photo sur mon téléphone où il était quelques semaines avant, avec Hervé Gourdel en train de faire de l'alpinisme dans les hauteurs de Nice, qu'il connaissait très bien. Quand je vois comment on a massacré comme un mouton cet homme-là, il n'y a strictement rien à voir avec des questions de territoire. C'est hélas des questions de religion. Mais justement, les choses peuvent s'enflammer. Qu'on puisse avoir un drame pareil en Algérie, je veux dire, ça doit nous interpeller tous, franchement. Alors, il nous reste quelques minutes, mais je voudrais qu'on parle de politique française par ce qui se passe. Et vous êtes venu d'ailleurs, Valérie Pécresse, je crois, inciter les citoyens franco-israéliens à s'inscrire sur les listes électorales pour voter pour les élections françaises l'an prochain. Mais il y a un nouveau scandale politique qui a éclaté. En tout cas, c'est une affaire qui prend beaucoup d'ampleur. François Fillon qui est accusé par des journalistes du Monde d'être allé voir le secrétaire général de l'Élysée, donc de François Hollande, pour lui demander d'intervenir sur des affaires visant Nicolas Sarkozy. C'est en résumé, vous n'allez peut-être pas être d'accord par la présentation, mais enfin c'est le résumé de l'affaire. Ce soir, fait nouveau, le secrétaire général de l'Élysée, qui démentait jusqu'à présent, admet qu'il a bien évoqué ces sujets-là, mais que l'Élysée n'intervient plus dans les affaires judiciaires. François Fillon est en train de s'exprimer en ce moment, donc il va peut-être sans doute dire la même chose. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous, qui êtes proche de François Fillon, mais qui avez appelé à voter Sarkozy pour la présidence de l'UMP ? Très clairement, il s'agit d'un livre écrit par des journalistes, mais qui est un livre à charge contre la droite. Sarkozy s'est tué, je crois que c'est le titre. Donc l'objectif, c'est de faire deux victimes. C'est de faire François Fillon et Nicolas Sarkozy, de les mettre au tapis politiquement, de les décrédibiliser et de les traîner dans la boue. Alors moi, ce que je note dans cette affaire, c'est que quand même, le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouyet, a menti. Il a menti au moins une fois. Soit il a menti aux journalistes du Monde, soit il a menti vendredi, je crois, à l'AFP, quand il a dit que jamais, durant ce déjeuner, M. Fillon n'avait évoqué la question des affaires de M. Sarkozy. Et il a même dit, je crois, cette phrase, une telle hypothèse est purement inimaginable. C'était les propos de M. Jouyet vendredi. Aujourd'hui, il nous dit l'inverse. Eh bien, écoutez, personnellement, je crois qu'un haut fonctionnaire, secrétaire général de l'Élysée, qui ne dit pas la même chose le vendredi et le dimanche, sa parole est pour le moins sujette à caution. Et moi, ce que je demande, c'est la production des bandes. La transparence sur les bandes d'enregistrement qui ont été enregistrées par les journalistes. Parce que moi, je veux savoir ce que M. Jouyet a dit exactement. Et puis, j'attends aussi le témoignage du troisième homme. Parce qu'il y avait dans ce déjeuner un troisième homme qui s'appelle Antoine Cossé-Grainville, qui était un ancien collaborateur de François Fillon, un ancien collaborateur de M. Jouyet. Donc j'attends de savoir, puisque c'est parole contre parole, j'attends de savoir ce qui s'est passé. Mais moi, je fais confiance à François Fillon. Je n'ai aucun doute. Je ne pense à aucun moment il n'a évoqué ces questions avec M. Jouyet. Et je pense que tout ça sent très très fort la manipulation. Et une manipulation pour faire deux victimes, soyons clairs. Parce que c'est pas seulement la question de M. Fillon, c'est aussi de dire, en réalité, derrière le discours de M. Fillon, qu'en réalité, Nicolas Sarkozy, lui aussi, se serait rendu coupable d'actes délictueux. En même temps, ce ne serait pas la première fois que Sarkozy serait visé par des complots visant à le déstabiliser. Oui, mais si vous voulez, ce qui se passe, ce qui est très grave, c'est que là, ça part de l'Élysée. Il y a un secrétaire général de l'Élysée, qui a d'ailleurs été un de mes collègues au gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui a menti dans cette histoire. Et ça, c'est très grave. Ça vous inspire quelque chose, Meir Habib? Moi, je suis membre de l'UDI, je regarde ça avec tristesse, parce que je crois que ce n'est pas des choses qui réconcilient le français avec la classe politique.
Pour ma part, j'espère que Jean-Luc Borloo reviendra bientôt aux affaires. C'est un candidat qui peut être tout à fait crédible dans le cadre d'une primaire ouverte à toute la droite. Et bientôt, nous avons, nous, des élections à l'UDI. Je laisse évidemment à l'UMP, mais j'ai de la peine parce que ce n'est pas des choses qui réconcilient les Français avec la politique. Et je voudrais revenir quand même sur cette affaire. Il y a eu des notes du ministère des Finances qui ont dit très clairement au directeur des finances publiques d'accepter le versement par l'UMP de l'amende de M. Nicolas Sarkozy. Donc en réalité, on voit bien que l'UMP a agi comme elle pensait devoir le faire en fonction des instructions qui lui avaient été données par Bercy. Donc tout ça me paraît vraiment singulièrement complexe. Et moi, j'y vois une manipulation et je vois surtout l'implication de l'Élysée derrière qui me sidère. Est-ce que Sarkozy dérange aujourd'hui à droite? Son retour, est-ce qu'il déstabilise? Je crois qu'aujourd'hui, on a un président de la République, François Hollande, totalement aux abois, qui a fait une émission absolument pathétique dans laquelle il a été incapable de montrer un cap, une vision pour l'avenir de la France. Et je crois que face à ce nouvel échec de sa prestation médiatique, peut-être y avait-il la volonté d'allumer des contre-feux. Merci Valérie Pécresse. Vous voulez rajouter un mot? Oui, non, je dis simplement que c'est vrai que Nicolas Sarkozy est attaqué en permanence. Depuis qu'il a annoncé son retour en politique, il n'y a pas une semaine lorsqu'on n'annonce pas un nouveau coup. Donc je crois que les Français doivent un petit peu réfléchir. Il a été président de la République, il a fait des bonnes choses, il a fait de moins bonnes choses, mais ça reste un homme d'État et je pense qu'il faut raison garder. Merci Valérie Pécresse, merci Meir Habib, je rappelle que vous êtes tous les deux députés et que vous étiez de passage dans ce studio d'i24 News. On parlait justement des initiatives diplomatiques de l'Union européenne et de la visite de la chef de la diplomatie Federica Mogherini, l'italienne. Eh bien, on va revenir en images sur cette visite ce week-end en Israël tout de suite avec ce sujet de Leslie Rezouguet. 2 jours de visite et une position claire. Lors d'un séjour en Israël et dans les territoires palestiniens de vendredi à samedi, la représentante de l'Union européenne est revenue sur l'engagement européen pour un retour des Israéliens et des Palestiniens à la table des négociations. Elles avaient été interrompues en avril dernier. Des mois après, la diplomatie européenne semble donc toujours se heurter à des problématiques récurrentes. Les implantations, tout d'abord. La chef de la diplomatie a réaffirmé que ces constructions à Jérusalem-Est étaient illégales. Les implantations sont un obstacle à la solution des 2 États. Elles sont illégales et l'Union européenne considère ça comme sa position. Il n'y a aucun moyen que ceci soit mal interprété. Un point de vue largement repris samedi par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre Rami Abdallah. Autre problème, le statut de Jérusalem. La ville est plus que jamais au cœur des tensions après une vague d'attentats ces derniers jours et des violences répétées sur l'esplanade des mosquées. Selon les diplomates européens, elle devrait être la capitale commune de 2 États indépendants, Jérusalem-Ouest pour Israël et Jérusalem-Est pour la Palestine. Un projet pour le moment rejeté par les 2 parties, mais pour tenter d'ouvrir la voie à ce possible État souverain, le président palestinien Mahmoud Abbas a répété samedi qu'un projet de résolution demandant à l'ONU de fixer un calendrier serait soumis courant novembre au Conseil de sécurité. Et ce dimanche, c'est plus de 650 professeurs, intellectuels, ambassadeurs israéliens qui ont signé une pétition pour soutenir le projet du Parlement danois de reconnaître un État palestinien. S'il votait cette résolution, le Danemark emboîterait le pas à la Suède. Fin octobre, elle avait été le premier État de l'Union à reconnaître la Palestine. Dernière minute qui concerne l'Irak. Confirmation ce soir de la part d'officiels irakiens que le chef de l'État islamique, le djihadiste Mohamed al-Baghdadi, aurait bien été touché par des frappes aériennes de la coalition. Une frappe qui aurait visé un rassemblement des chefs de l'État islamique ce week-end dans la région de Mossoul en Irak. Et donc al-Baghdadi figurerait parmi les victimes. Il y a eu de nombreux morts. On ne sait pas évidemment quel est son état exact, mais l'État islamique aurait lui-même laissé entendre que son chef avait été touché dans ces frappes de la coalition. On y revient évidemment dans nos éditions tout au long de cette soirée sur i24 News. On va retrouver tout de suite à Jérusalem l'une de nos envoyées spéciales, c'est Léa Volbert qui est sur place car il y a des incidents épars ce soir liés évidemment à la situation et notamment à la mort de ce jeune arabe israélien Kfar Kana. Situation actuellement à Jérusalem, Léa Volbert.
Eh bien, écoutez, à Jérusalem, ici où je me trouve, au point de passage de Chouafat, ce quartier de Jérusalem-Est, la situation a été relativement calme au cours de la journée. Et contrairement aux jours précédents, on a vu beaucoup d'images impressionnantes de ces affrontements extrêmement violents dans ce quartier de Chouafat entre la police israélienne et de jeunes Arabes israéliens. Plusieurs blessés, beaucoup d'interpellations ces derniers jours. Ça n'a donc pas été le cas aujourd'hui où la situation, où un calme assez précaire régnait néanmoins sur ce quartier de Chouafat. Les forces de l'ordre qui se trouvent près d'ici sont néanmoins extrêmement vigilantes et à l'affût du moindre petit incident qui pourrait faire très rapidement dégénérer la situation. Et si la situation était calme dans ce quartier de Chouafat, ce n'est pas le cas partout à Jérusalem puisqu'un tramway a été la cible de jets de pierre. Un bus également sur la route numéro 1 qui relie Tel Aviv à Jérusalem a été caillassé. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une enquête est actuellement en cours pour connaître les auteurs de ces agissements. Et puis en début de soirée, on l'a appris, un jeune homme de 36 ans a été également légèrement blessé dans sa voiture à la suite de jets de pierre. Ici à Jérusalem, il a été transporté à l'hôpital. Merci Léa Wolbert. On va maintenant prendre la direction du nord d'Israël, là où des affrontements plus sérieux se sont déroulés toute cette journée et continuent, semble-t-il, ce soir. Léa Berdugo, vous êtes à Oum el-Fachem, mais il y a dans la région et dans le secteur des incidents ce soir. Exactement, à une quinzaine de minutes de là où nous nous trouvons, dans la ville de Taïbé, eh bien, des affrontements ont éclaté il y a environ une trentaine de minutes. En fait, une trentaine de jeunes étaient à l'entrée de cette ville de Taïbé, ont enflammé des pneus et ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Alors, conséquence, eh bien, la route 444 a été bloquée par les autorités de peur de débordement, des violences. On sait que ces violences ont été courantes au cours de la journée. Alors, ça a été épisodique, il y a eu des moments qui ont été plus violents que d'autres, notamment dans le nord du pays où des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, mais l'après-midi a été plutôt calme ainsi que la soirée. Là, les violences continuent d'augmenter, notamment dans cette ville de Taïbé, donc ici à une quinzaine de minutes de là où nous nous trouvons. Merci Léa Berdugo. Et puis, vous le disiez, l'autre grande information de cette soirée, c'est le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. L'Allemagne réunifiée, point de départ de bouleversements énormes dans toute l'Europe. C'était donc il y a tout juste 25 ans. Des célébrations ont lieu ce soir. On ira retrouver dans un instant notre envoyé spécial. Mais petit rappel en image avec Léa Wolbert. Il y a 25 ans, jour pour jour, l'Allemagne tournait une page de son histoire. Il y a 25 ans, jour pour jour, le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, tombait. Aujourd'hui, en lieu et place des 155 km de béton surmontés de 302 miradors, des ballons lumineux. C'est assez étrange, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre, mais nous sommes tous totalement habitués à ça maintenant. Mais en tant que natif de Berlin-Ouest, c'est encore étrange d'aller de l'autre côté, et ça a énormément changé, surtout ce quartier. Quelquefois, ça n'a vraiment rien à voir avec Berlin. Les festivités ont débuté tôt dans la matinée dans la chapelle de la Réconciliation. La chancelière allemande Angela Merkel a ensuite pris part à la grande fête populaire où un orchestre classique et d'anciens dissidents politiques se sont partagés la scène. Contrairement à la commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur, aucun chef d'État n'a été convié. Les citoyens allemands sont les maîtres d'honneur de ces cérémonies, placées sous le signe du courage de la liberté. Ce n'était pas comme les gens qui venaient de l'Est qui étaient emprisonnés, mais les gens de l'Ouest étaient bloqués à l'extérieur et nous n'avions pas non plus la chance de quitter Berlin comme on voulait en contournant. Entre 1961 et 1989, près de 600 personnes ont trouvé la mort en essayant de franchir le mur. Aujourd'hui, près d'1 million d'Allemands et d'étrangers sont venus leur rendre hommage. Alors, les Allemands sont-ils plus heureux 25 ans après donc cette chute du mur de Berlin? Eh bien, c'est la question posée à notre envoyé spécial à Berlin, Julien Baloul, sur place.
Je crois vraiment ce qu'on peut dire, c'est que la jeune génération, en tout cas, elle est très heureuse de la situation actuelle. Certaines personnes âgées regrettent que les jeunes parfois ne considèrent pas ces événements avec suffisamment d'importance parce qu'ils disent, eux ont toujours connu la démocratie, ils ne savent pas ce que c'est que la dictature. On ne croise pas beaucoup de nostalgiques du régime communiste. Tout le monde savait ici que c'était une dictature. Évidemment, il y a toujours quelques personnes ici et là qui pourront regretter le régime, mais vraiment aujourd'hui, la population, en tout cas, est heureuse de l'Allemagne telle qu'elle est, une Allemagne qui, on le rappelle, mène la danse en Europe sur le point de vue économique. Ce que espère, en tout cas, la jeune génération à présent, c'est que l'Allemagne assume un poids diplomatique plus important sur la scène internationale, un poids qui soit équivalent à son poids économique. Voilà, Julien Baloul, donc depuis Berlin, envoyé spécial d'I24 News. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, ce sera l'ancien ambassadeur d'Israël à Berlin. Et puis on va se quitter sur ces images du concert qui a lieu en ce moment même en direct depuis Berlin. Musique pour fêter la chute du mur.